Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de du développement de la partie catalogue. Donc nous avons la dernière fois défini deux classes, catégories d'unités de mesure et les unités de mesure. Donc nous allons continuer avec les catégories d'articles. D'accord? Donc pour les catégories d'articles, nous allons faire la même chose. Donc, nous avons l'ID, private, time, stamp, create at, private, timestamp, update at, private, string, name. Donc, on peut voir qu'elle ressemble entièrement à la classe catégorie d'articles. Donc, moi, pour gagner en temps, nous allons donc copier entièrement ces valeurs. Nous allons simplement les coller ici. D'accord? Et là aussi, nous allons remettre toutes les mêmes valeurs ici. D'accord? Donc, nous allons travailler sur la dernière entité qui est la dernière classe qui est la classe article item. Donc, nous avons défini tous ces champs. Donc, nous allons pour gagner en temps recopier ces trois premiers champs. D'accord? Donc, ces trois premiers champs jusqu'à la date de mise à jour. Nous allons coller directement ici. Et ensuite, nous allons définir private string name, private string référence, private double unit price, private double quantity on hand, private item type, private item catégorie pour la catégorie et private EOM pour l'unité de mesure. Donc je crois que nous avons défini toutes les entités et à la fin on va ajouter private boolean actif. D'accord? Donc ce champ là nous allons mettre également sur toutes les entités. D'accord? Donc on peut dire la item catégorie, on va ajouter l'entité active. On va également ajouter active dans les unités de mesure et les catégories d'unités de mesure. Voilà. Donc il ne nous reste que plus qu'à définir les annotations classiques. Donc on a data, on a builder, on a entity pour dire que nous avons affaire à une table, on a le no-arg constructor et on a le all-arg constructor. D'accord? Donc ensuite nous allons définir ici les éléments de la table. Donc, on va dire ça c'est une colonne de la base de données qui n'est pas null, dont la taille est 64 et on va dire c'est unique. Donc on ne peut pas avoir deux articles avec le même nom. Pour les références, nous allons dire que pour les références, nous allons donner une taille également de 8 caractères. Elle peut être nulle, mais elle doit être unique.
Donc nous continuons avec item type. Comme nous avons fait pour les unités de mesure, nous allons dire que c'est une énumération, mais que nous allons stocker tel que nous les avons définis dans du type string. Donc pour rappel, on peut avoir les types ordinal, c'est-à-dire des valeurs numériques ou string, donc nous allons garder le type string. Donc nous avons vu également dans notre schéma que nous avons une relation entre les catégories et les unités de mesure, que une catégorie, une unité de un article appartient à une catégorie, et une catégorie peut contenir plusieurs unités de mesure. Donc nous allons utiliser la notation many to one, d'accord, et nous allons, non, une erreur, j'ai dit many to one. Nous allons définir le nom de la colonne au niveau de la base de données. Donc nous allons définir le nom catégorie ID. Nous allons dire que elle ne doit pas être nulle. D'accord. Pour l'unité de mesure, on a vu qu'un article doit avoir obligatoirement une unité de mesure. Donc nous allons dire one to one. D'accord. Et nous allons définir également le nom de la colonne dans la base de données. Donc nous allons dire ici que ça va s'appeler UOM ID et ce sera également obligatoire. Voilà. Donc nous avons défini là notre modèle. Il est complet. Mais vous pouvez constater quelque chose avec moi, que chaque fois, dans toutes ces entités, on a chaque fois redéfini ces valeurs-ci. Donc, en Java, nous avons la notion d'héritage qui nous permet de définir dans une classe parente et ces valeurs-là, et maintenant permettre aux classes filles d'hériter d'elles à travers la notion d'héritage. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons créer dans ce package, d'accord, une classe. Nous allons créer un package que nous allons appeler Audi et à l'intérieur, nous allons appeler ceci base entity, d'accord. Donc, dans cette classe, nous allons donc copier ces valeurs-ci. Nous allons donc déplacer ces trois valeurs-ci, d'accord, que nous allons isoler ici. Et nous allons venir dire ici que cette classe étant la classe base entity, d'accord. Alors pour que cette erreur disparaisse, en JPA, qui est le package qui nous permet de faire les classes, le lien entre les classes et la base de données, il existe une annotation qu'on appelle mapped superclass pour dire que en fait cette classe-ci, c'est une classe qui n'est pas directement stockée, dont les attributs ne sont pas directement stockés dans la base de données, mais ces attributs seront utilisés par la classe qui hérite de cette classe. Et donc vous pouvez voir que item est désormais n'a plus d'erreur. Elle n'a plus d'erreur parce que nous avons ajouté cette entité qui permet de dire que tout ce que j'ai défini ici appartiendra ici. Et comme cette classe-ci a l'identifiant que item attend, donc dès qu'il voit qu'il a un identifiant, il a donc pu reconnaître et cela a permis de faire partie l'erreur. Donc ça veut dire que dans nos différentes classes, nous pouvons enlever ces entités-ci, ce qui permet qu'on ait encore un code encore plus lisible. Donc ça me permet de nettoyer là. Voilà. Donc nous avons donc nos différentes classes qui sont créées, mais il nous manque quelque chose. Alors en fait, ce que nous sommes en train de faire, ces champs-ci doivent être remplis automatiquement, d'accord. Et pour qu'ils soient remplis automatiquement, Spring nous permet de nous ajouter des annotations. Donc l'une c'est create
create date, d'accord, qui nous permet de dire que ce champ-ci, c'est la date de création. Et ici, nous avons la notation last modifier date qui nous permet de dire ici, c'est la date, la dernière date de modification, d'accord. Donc, ces annotations-ci vont nous permettre de générer automatiquement ces valeurs-ci. Nous n'aurons pas besoin chaque fois de les renseigner. Ensuite, pour que cela marche, il faut également qu'on ajoute un certain entity. Entity listener, d'accord. Et Spring a défini une classe qu'on peut appeler ici qui nous permet de, donc chaque fois que nous allons donc lancer la sauvegarde d'une entité, grâce à cette classe-ci, on va générer les valeurs pour ces champs-ci. Et il saura qu'à la création, voici ce qu'on va utiliser, et la mise à jour, voici ce qui sera utilisé pour renseigner ces dates. D'accord. Donc, ces deux valeurs-ci nous permettent donc de définir, de prendre automatique la valeur de ceci. Mais avant que cela marche, nous avons une dernière, donc nous allons ajouter un package configuration. Nous allons dire ici, nous allons créer une classe qu'on va appeler audit config pour l'audit. Et on va lui dire ici active nous enable JPA auditing. Donc on lui dit cette classe-ci, dans sa responsabilité, c'est d'activer dans notre projet l'audit. Donc ce que nous appelons donc audit, pour rappel, c'est le fait de définir pour chaque information que nous sauvegardons dans la base de données, de définir automatiquement la date de création et la date de mise à jour. Donc ça, c'est ce que cette entité-ci, cette annotation-ci nous permet. Il nous permet simplement de dire active ça, cette possibilité-ci. Ensuite, dans notre entité ici, nous venons dire, nous allons utiliser ce champ pour la date de mise à jour et ce champ pour la date de création. Et nous lui mettons le listener, c'est-à-dire que c'est une sorte d'écoute qui, chaque fois qu'il y aura une modification, mise à jour, elle va activer le renseignement automatique de ces champs-ci. Voilà. Donc nous allons poursuivre le développement de cette partie dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.